Bonjour à toutes, bonjour Bonjour. à tous. Bonjour. Bonjour Magali, Fabrice. merci d'avoir accepté d'être mon invité ce matin. Euh, je suis vraiment content qu'on se retrouve pour cet événement aujourd'hui. Ça faisait quelques années qu'on n'avait plus collaboré ensemble, on regardait des liens, on se voyait de temps en temps, mais je ne me souviens plus du tout quelle époque c'est déjà, mais bon, c'était en tout cas dans ton passé professionnel quand tu étais DRH de Sofitel Monde. Et j'avais envie de partager en introduction le fait que on avait eu donc cette première expérience d'abord de travail ensemble quand tu m'avais engagé pour t'accompagner dans la cohésion de ton équipe, C'est ça. avec la particularité d'avoir choisi un processus un peu plus exigeant peut-être que la normale, qui visait à développer plus de conscience, à la fois bien sûr dans le groupe, mais dans chacun et dans les interactions entre les personnes. Et que fort de cette expérience-là, il me semble que c'est toi qui as œuvré pour qu'une expérience proche de celle-là soit aussi menée auprès de l'équipe de direction de Sofitel Monde. Tout à fait. Et, et grâce à toi, ça m'avait conduit à rencontrer Robert Gamer-Jones et d'accompagner Robert et l'équipe de direction dont tu faisais partie, Mhm. dans le cadre voilà, d'une belle expérience de cohésion voilà, qui s'est ensuite comment dire, qui a duré quelques temps un petit peu plus tard. Puis bon, après, voilà, les choses ont pas mal évolué du côté de Sofitel. Mais en fait, pour moi, c'était assez parlant que tu aies fait ces choix-là et que tu aies contribué à ce travail. Parce qu'aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, hein, tu nous en parleras même de ton côté plus précisément, mais fait un choix d'orientation de carrière où cette dimension de conscience est très importante, voilà, à la fois dans ton choix de faire du coaching et de vie et d'entreprise, mais aussi d'être professeur de yoga. Voilà. Et du coup, je suis content aussi que tu acceptes de venir témoigner dans le cadre de cette série de webinaires sur le thème de l'alliance féminin-masculin pour pouvoir partager avec nous la particularité de ton regard et de ton expérience sur le sujet en lien avec tes expériences professionnelles, voilà, celles un peu corporate d'il y a quelques années et celles aujourd'hui voilà, plus dans et le B2C et le B2B. Voilà. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Moi, j'ai eu la primeur parce qu'on a eu ce temps d'échange en préparation de ce webinaire et voilà, j'étais vraiment très content de t'entendre me raconter les choses que je ne savais pas de ton histoire. Donc voilà, donc j'ai hâte que ça puisse être partagé avec le plus grand nombre aujourd'hui. Merci aussi à tous ceux qui sont là, à la fois vous qui êtes inscrits pour ce webinaire et qui allez participer en témoignant aussi à votre tour ou en posant des questions. Je suis content qu'il y ait à nouveau de la présence masculine et pas seulement la présence féminine, donc c'est bien, il y a une forme d'équilibre qui finit par s'installer dans ces webinaires, c'est vraiment une bonne nouvelle. Merci et bonjour à tous ceux qui sont aussi derrière leur écran et qui nous suivent en direct sur YouTube. Voilà, donc je vous rappelle que cette série de webinaires, nous en sommes au troisième. Il y a 2 semaines, c'était en présence de Hélène Boulet-Suppot et la semaine dernière en présence d'Agnès Roquefort. Elles sont liées, en fait, ces vidéos, ces webinaires sont liés à un processus de groupe que j'ai commencé à élaborer il y a déjà un petit moment, voilà, que je finalement élabore avec plusieurs consoeurs et que nous allons proposer aux entreprises. On vise la rentrée de septembre. Voilà. Et comme je l'ai déjà évoqué, notre intention, c'est de promouvoir et de favoriser au sein des organisations le développement d'une plus grande alliance féminin-masculin. On pourrait dire d'un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans les situations professionnelles que nous rencontrons tous au quotidien. Voilà. Donc en amont de cette implémentation dans les entreprises, et aussi pour éprouver ce processus, j'ai choisi de créer un groupe d'expérimentation avec 14 personnes. Donc il y aura 7 femmes et 7 hommes. Et ces 7 femmes et ces 7 hommes se réuniront en ma présence et à la présence à chaque fois d'une co-animatrice mensuellement en présentiel et éventuellement aussi partiellement en ligne. Voilà. Nous allons, par l'intermédiaire notamment de Sandrine, qui est ma coach sur les réseaux sociaux et qui œuvre derrière le petit écran du logo c'était associé, partager avec vous un lien voilà, d'inscription pour ceux d'entre vous qui ont envie de poser leur candidature pour participer à ce groupe. Voilà. Alors ensuite, je vais quand même dire quelques mots avant de te passer
la parole, Magali, juste me présenter vraiment en deux, trois phrases. Vous rappeler que mon activité professionnelle principale, et depuis près de 30 ans, c'est le coaching de dirigeants et d'organisations que j'ai créé, l'entreprise à partir de laquelle j'interviens maintenant depuis 98. Et j'aimerais rappeler que sa signature, c'est transformer les hommes, les organisations, le monde autour de soi. Voilà. Et c'est bien sûr au service de cette intention qui se trouve dans ma signature que j'ai choisi à la fois de proposer ce processus de groupe et à la fois d'organiser ces webinaires. Voilà. Bien sûr, si vous êtes intéressé par ce thème-là, de la transformation des hommes, des organisations et du monde autour de soi, vous pouvez visiter les différentes plateformes sur lesquelles je suis actif. Donc j'ai bien entendu une page Facebook, mais aussi un groupe privé autour de ce thème, un profil LinkedIn personnel et aussi un profil d'entreprise. Et maintenant, depuis quelques jours, un groupe LinkedIn qui est dédié spécifiquement à l'Alliance féminin-masculin. Et également une chaîne YouTube à partir de laquelle là, le direct est diffusé aujourd'hui. Voilà, donc vous êtes bien sûr les bienvenus sur toutes ces plateformes. Alors, maintenant, j'aimerais te passer la parole, Magali. Peut-être que tu vas nous présenter dans les lignes principales ton parcours professionnel déjà riche. Mais avant de te proposer de faire ça, voilà, s'il y a quelque chose que tu as envie de dire en introduction de ce webinaire, quoi que ce soit, c'est bienvenu. Voilà, suivant ton inspiration, je te laisse le micro à ton tour. Voilà. Déjà merci pour, cette proposition Fabrice et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, j'ai tout de suite accepté pour pas mal de raisons, que je vais partager et je me remercie également toutes les personnes, qui sont présentes aussi bien via Zoom que via YouTube et en plus on a un beau soleil et comme vous voyez donc je suis dans la lumière et donc c'est plutôt, porteur d'énergie, ce qui est plutôt pas mal en ce moment donc tout va bien. Donc pour, répondre à ton point, pour me présenter rapidement, moi j'ai un parcours, d'une, vingtaine d'années en entreprise, principalement, donc pour, les 2 dernières que sont, le groupe Accor où pendant, quelques années, j'étais DRH pour, un beau soleil et que vous voyez donc je suis dans la lumière et donc puis, les 2 dernières années également, j'ai été, en charge avec, des personnes et notamment Maria ici, de toute la partie, gestion des talents et mobilité internationale pour le groupe Accor. Après, je suis partie parce que j'avais fait un long parcours au niveau de l'hôtellerie, du tourisme. Je suis partie au niveau de la mode. J'ai travaillé pour le groupe Kering, où là, j'étais DRH Europe Moyen-Orient pour la marque Saint-Laurent. Et donc, il y a un peu plus de 2 ans et demi. Donc, j'ai eu besoin effectivement de faire une pause, de sortir de l'entreprise pour, pour créer ma propre structure, envisager en fait mon métier différemment, je vais dire aussi le compléter, donc avec ma société aujourd'hui qui s'appelle Anahata Consulting, où j'accompagne donc par du conseil RH, des coachings de dirigeants à titre individuel, des équipes ou d'organisations, donc des entreprises, que ce soit de la start-up, de la PME, que des grandes entreprises. Et effectivement, tu l'as dit, il y a quelques années, après avoir pratiqué de manière intensive le yoga, c'est au départ pas du tout d'ailleurs pour être professeur, je me suis formée à cette discipline qui est aujourd'hui pour moi une philosophie de vie. Je me suis formée au yoga, donc ceux qui connaissent d'abord le vinyasa et après le yin yoga. Je pense qu'on reviendra dessus justement en parlant du féminin et du masculin parce que ça m'a beaucoup accompagnée justement dans ces différentes polarités sur mon propre chemin personnel et professionnel. Donc voilà mon parcours. Il y a des personnes ici qui m'ont accompagnée dans ce parcours, donc qui peuvent aussi témoigner donc par rapport à ça. Alors, en introduction de cette discussion, de ces témoignages sur le thème du
féminin, du masculin et de l'alliance entre le féminin et le masculin. Est-ce que tu pourrais partager avec nous en quoi le fait d'avoir été une femme a joué un rôle particulier dans l'évolution de ta carrière? Mmh. Hem, je pense que, je vais dire, enfin, la première chose qui me vient quand tu me poses cette question, c'est que j'avais pas forcément conscience, en fait, au départ de ma carrière, de, de ma féminité. Je pense que lié à mon contexte familial, donc je suis l'aînée, en fait, d'une fratrie, j'ai 2 frères, j'ai que des cousins, je suis l'aînée. J'ai été élevée effectivement, avec, ce sens des responsabilités. Et quand, j'ai commencé effectivement à grandir professionnellement, les modèles de réussite, en tout cas à l'époque, puisque moi j'ai commencé à travailler dans les années, en 2000, donc ça fait 21 ans, heu, étaient en tout cas à l'époque plutôt masculins. Et pour moi, en tout cas de manière intuitive et pas conscience, justement, c'est un mot ce mot conscience va revenir beaucoup par la suite, ça a été de me caler sur des modes de management plutôt masculins. Et on va dire, j'ai agi de cette manière, en fait, en considérant que c'était le seul moyen de grandir. Donc ça commence à se formaliser, on va dire, pour que ce soit un peu plus concret. C'était aussi bien dans ma manière d'agir, mes modes d'action, de management, de communication. Je pense que j'étais plus dans un mode d'action, plutôt dans la force, euh, et, euh, et effectivement à rentrer dans ce cheminement. Et c'est vrai que ça a été plus quand, même si d'ailleurs au fur et à mesure on m'avait, on va dire, fait passer le message sur le fait effectivement que j'étais plus dans un mode, j'avais un aspect féminin que je n'utilisais pas et qui pouvait être considéré comme justement une force. Donc c'est plus quand le yoga est rentré dans ma vie que j'ai pu comprendre aussi et commencer à m'approprier cette féminité. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des événements marquants en fait dans ma vie professionnelle qui m'ont fait aussi réfléchir sur la place de la femme, puisque c'est aussi un peu ta question. Et notamment quand j'ai commencé à prendre mes fonctions chez Sofitel de DRH Monde. J'ai partagé avec toi quand on a fait la préparation à cet échange. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, notamment, c'est vrai que j'avais un périmètre monde chez Sofitel, donc avec une mixité de cultures qui faisait justement cette richesse au niveau de l'organisation et des projets. Et c'est vrai que lors d'un des premiers déplacements, euh, le premier déplacement d'ailleurs que j'ai fait en Chine, où Sofitel a pas mal d'hôtels, je me souviens en fait d'une jeune femme DRH en fait d'un hôtel qui s'est approchée de moi et donc qui est venue me dire merci. Alors sur le moment, merci. Je lui dis mais merci de quoi? Et en fait, et tu vois même quand je t'en parle, j'ai l'émotion qui revient. En fait, son merci, c'était de dire merci parce que grâce à vous, on sait que c'est possible. Et alors, je ne comprenais pas, en fait, ce qu'elle me disait. Et je dis, mais c'est possible de quoi? Elle me dit, bah, en fait, c'est possible pour une femme d'arriver à un poste à haute responsabilité. Et en fait, ça m'a laissé sans voix parce que je ne m'attendais pas du tout, en fait, à ce que elle était DRH dans un hôtel plutôt conséquent en Chine. Mais du coup, en parlant avec elle, elle m'expliquait que le fait qu'effectivement ce soit une femme sur un comité de direction, euh, donc avec un périmètre qui était plutôt important en tout cas, était pour elle vraiment un exemple par rapport à sa propre réalité, donc par rapport à son contexte culturel au niveau de la Chine, parce que ce n'était pas évident et que déjà être DRH d'un hôtel en Chine était déjà une forme effectivement de marche importante. Et donc ça, c'était on va dire dans 2010-2011, donc c'était il y a 10 ans.
Et là, c'est vrai que c'était une forte prise de conscience pour moi, parce que c'est vrai qu'en Europe, même dans les pays anglo-saxons, on sait déjà que la place de la femme, c'est un sujet, surtout en ce moment avec tous on va dire les approches donc qu'il y a au niveau féministe. C'est un sujet, mais c'était assez, comment on dit en anglais, shaking, on va dire, d'avoir quelqu'un qui m'interpelle en me disant mais finalement, nous, on n'est pas encore là et la route est encore longue également de notre côté. Donc, ça m'a énormément marqué. C'était un échange hyper rapide qui m'a rappelé, d'un côté, oui, effectivement, il y a encore euh, des choses à faire au niveau féminin, qui m'a rappelé aussi, peut-être aussi l'image que je portais en tant que femme par rapport à d'autres femmes dans l'organisation. Euh, et, euh, et de voir aussi tout le travail qui restait à faire donc sur certaines cultures pour les accompagner sur leur propre place. Est-ce que justement tu pourrais nous parler de ça? Moi, quand on a commencé à échanger là-dessus, je me suis dit, mais comment, en dirigeant la totalité, en gros, des continents de cette planète, avec des enjeux, ne serait-ce que sur ce sujet féminin-masculin, si différents d'un continent, voire d'un pays à un autre, comment tu as fait pour, voilà, qu'est-ce que tu as défini des politiques? Est-ce que tu as mené des actions majeures sur ce sujet? Et voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous donner peut-être des exemples concrets de ce qui a été décidé, de ce que tu as mis en place? Mhm. Je ne l'ai pas mis en place toute seule, hein, donc il y a eu effectivement, je pense, une vraie volonté au niveau donc d'abord de la marque, et puis après, plus tard, ça a été au niveau, enfin, le groupe avait déjà aussi commencé, mais au niveau de la marque, je pense qu'il y avait une volonté très forte de la direction de la marque, du comité de direction. Parce que la marque en elle-même aussi a une part très féminine, de promouvoir aussi sur des postes d'encadrement des femmes. Juste pour vous donner en fait une photo, dans l'hôtellerie, quand on a commencé effectivement à se poser la question justement sur ce qu'on appelle la gender equity, en fait, le positionnement des femmes et des hommes. On avait fait en fait une photo sur les postes d'encadrement féminin, masculin, et sur les hôtels dits économiques. Donc là, on avait du 50-50 au niveau de l'encadrement des postes de directeur général. Et plus on montait effectivement au niveau de l'enseigne, donc 3, 4, 5 étoiles, plus les femmes, on les cherchait. Et au départ, en tout cas, dans l'organisation Sofitel, donc pour vous donner une idée, on a commencé cette organisation donc l'aventure en tout cas à partir de 2016. Donc il y avait deux, trois directrices générales sur, à l'époque, donc on va dire 200 hôtels au niveau de la marque. Après, on a réduit le nombre d'hôtels pour les faire basculer sur d'autres marques, mais il y avait très très peu de directrices générales femmes. Donc, avec l'arrivée de ce comité de direction, il y a eu une vraie volonté donc de promouvoir les femmes. Et on a commencé, en fait, c'était plutôt rapide, à chaque fois qu'effectivement on recherchait un directeur général, un directeur adjoint pour ces hôtels 5 étoiles, donc à aller chercher dans l'organisation. Donc ça, c'était une vraie volonté, en fait, du CIO, du patron de la marque et du comité de direction, de se dire, OK, on a des profils masculins, mais je ne prendrai pas de décision, effectivement, si vous ne m'amenez pas, en fait, des profils féminins. Et donc, ça a été, en fait, un must-have de systématiquement, en fait, quand il y avait des postes de direction générale ouverts sur des hôtels donc de la marque, de dire, ben voilà, ça c'est le candidat masculin, ça c'est le candidat féminin, et à compétences, quel est celui qui a les compétences, les meilleures compétences pour prendre le poste. Donc, on n'était pas du tout, par contre, dans une approche de quota. C'était pas du tout effectivement l'approche.
c'était de forcer à identifier donc les profils euh, pour voir quelles sont effectivement les meilleures compétences pour prendre le poste. Et au fur et à mesure, on a commencé donc sur les différentes régions Sofitel à identifier des profils féminins, à construire, on va dire, on va dire pas des parcours, mais des systèmes d'identification pour aller chercher des femmes en tant que manager. Donc, il y a Marie-Paul qui peut en témoigner, qui, elle aussi, a un parcours donc, au niveau Sofitel, et Maria aussi, qui effectivement était dans cette organisation. Et par la suite, donc ça, c'était une forme d'approche rapide, on a construit un programme de gender balance au niveau de l'organisation. Que j'ai présenté en fait en comité de direction, pour justement continuer aussi bien à aller identifier des profils féminins dans l'organisation, toujours sans quota, pour les raisons expliquées, en disant qu'on voulait vraiment que ce soit par rapport à des compétences que la personne soit choisie et pas par rapport au fait qu'elles étaient des femmes. Et après, un programme de développement sur les différents modes de leadership féminin, masculin. Donc, voilà. Ok. Est-ce que peut-être Maria ou Marie-Paul voulaient dire quelque chose déjà à ce stade pour réagir à l'interpellation de Magali? Marie-Paul? De mon côté, ça fait vraiment résonance, Magali, ce que tu viens de dire. Et c'est vraiment intéressant parce que hier soir, j'ai validé un chef de service et on avait effectivement entre hommes et femmes. Et je ne voulais pas, moi, prendre la décision parce que c'était une femme, les deux étant très, très compétents. Et j'ai vraiment poussé l'équipe on était à 4 à décider, à dire quelles sont les compétences que vous recherchez le plus et comment vous allez être à l'aise avec cette personne. Donc, j'ai vraiment, j'allais dire inconsciemment, j'ai dupliqué ce que Magali vient de nous expliquer. Voilà. Donc, merci Magali. Maria, tu veux dire quelque chose aussi? Oui, alors je trouve, effectivement, je me retrouve dans tout ce que Magali dit et je trouve qu'il y a une forme de paradoxe dans le fait de à la fois essayer de faciliter et à la fois essayer finalement de neutraliser ce côté qui soit féminin ou masculin. Il y a quelque chose qui m'interpelle et en fait c'est ce qui m'est venu à l'esprit en entendant les derniers mots, donc c'est de la réflexion. Ok. Ben, ça fait une transition avec la question suivante, qui est aussi une transition à la fois sémantique, mais aussi de fond. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, mes consoeurs et moi-même qui sommes impliqués dans cette élaboration de ce processus-là qu'on souhaite proposer aux entreprises, on est à la fois désireux de favoriser peut-être un meilleur équilibre homme-femme au sein d'une entreprise, mais surtout, ce que l'on vise, c'est vraiment de développer davantage cette alliance et cet équilibre entre le féminin et le masculin, c'est-à-dire quelque chose qui est avant tout intérieur et qui se passe en chacun, et qui est au-delà de ce qui est la problématique genrée, un homme, une femme. Du coup, c'est aussi vers ça qu'on a envie d'amener les personnes dans à la fois leur réflexion, mais plus encore dans l'expérience qu'elles font justement de ce qui fait féminin en elles et de ce qui fait masculin en elles. Voilà. Du coup, ma question, c'est celle-là, Magali, c'est justement pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette expression alliance féminin-masculin? En fait, je pense que aujourd'hui, je peux te répondre. Je pense que j'aurais pas eu la même réponse il y a quelques années. Je pense que j'ai vraiment découvert justement donc le mix entre les deux par rapport à mon expérience donc dans le yoga. Non pas que je suis devenue une gourou par rapport à ça, parce qu'en fait, j'avais pas aussi cherché à être professeure, donc c'est venu à moi. Quand j'ai plutôt effectivement une dominante masculine, donc en tout cas pendant des années, j'ai eu plutôt effectivement cette dominante. Et pour ceux qui connaissent le yoga, il y a beaucoup de types de yoga différents, mais
Il y a ce qu'on appelle des yogas plutôt dynamiques qui représentent effectivement plutôt l'action, la force, le muscle, le côté un peu masculin. En fait, j'ai découvert il y a quelques années, après m'être formée justement à ce type de yoga dynamique, un autre type de yoga qui s'appelle le yin, Y-I-N, qui, pour vous reprendre en fait, donc la démarche est justement à l'opposé en fait des yogas dynamiques, puisque là on est dans vraiment le lâcher prise à tout point de vue. Ayant effectivement cette dominante masculine, donc j'allais plus effectivement sur des yogas, qui m'attirait, le familier, on va dire, résonnait en moi. Et un jour, j'ai essayé, en fait, et ça va me permettre de répondre à ta question, Fabrice, j'ai essayé, en fait, ce type de yoga qui, pour vous donner un exemple concret, ça fait des années, en pratiquant le yoga, que j'essayais, donc assise par terre, d'aller déposer effectivement mon buste au sol, avec les mains au sol, etc. Et donc, ça demande effectivement beaucoup de stretch, d'ouverture au niveau des hanches, d'étirement de la colonne. Et ça faisait 10 ans que j'y arrivais pas. Il se trouve que donc une de mes amies m'a dit, écoute, non pas pour cette raison, mais je te propose d'essayer ce type de yoga qui s'appelle le yin, qui est issu du qigong, de la médecine traditionnelle chinoise. Et il se trouve qu'une des postures qu'elle me propose, donc elle ne le savait pas, c'est cette posture où on s'assoit au sol, les jambes étendues devant soi, et où justement on doit se pencher vers l'avant et juste laisser faire. Laisser faire. Et les postures donc, sont entre 5 et 7 minutes. Et là, au bout de 5 à 7 minutes, il se trouve que ma poitrine touche le sol. Et donc là, en fait, ça a été une révélation. C'était une révélation, pourquoi ? Parce que, alors que ça faisait des années que j'étais dans l'action, dans la force, ici, sans forcer, en laissant faire en douceur, les choses se sont faites d'elles-mêmes. De ce moment, ce qu'on appelle en anglais le aha moment, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Et pour reprendre effectivement ce côté alliance masculin-féminin, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que cette part féminine que j'avais en moi, que je n'avais pas forcément développée, commençait à mettre des mots sur qu'est-ce que ça pouvait signifier et qu'est-ce que ça pouvait aussi signifier en conscience de l'utiliser. D'apprendre par moments que la force et l'action n'étaient pas forcément l'unique solution et que des fois, la douceur, la non-action en conscience, donc ce qui est une forme d'action aussi, pouvait être aussi une solution. Sachant qu'effectivement, cette approche de masculin-féminin, on l'a tous en nous. On a tous une dominante, ça c'est mon approche, on a tous une dominante, qu'elle soit plutôt masculine ou féminine. La bonne nouvelle, en tout cas, c'est ma conviction, on est capable effectivement de l'harmoniser et de l'aligner. Et donc c'est ça ce que ça m'évoque. Et dans l'accompagnement que je fais des personnes aujourd'hui, on a souvent effectivement cet échange de comment jouer entre ces deux polarités. Par moment, il est bien d'agir, mais par moment, il est urgent de ne pas agir. Et c'est en tout cas comme ça que je peux l'utiliser aussi aujourd'hui. Tu as le souvenir de moments particuliers où justement où ça s'est manifesté dans tes choix que tu ne faisais pas avant, ou par exemple effectivement de laisser agir ou de ne pas intervenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ton passé professionnel notamment? Je pense que j'ai appris, notamment, elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est quelqu'un aussi qui a marqué l'environnement Accor, donc que tu connais aussi, c'est l'ancienne DRH du groupe, Evelyne Chabreau. Elle avait commencé à mettre des mots là-dessus, c'est le fait que par moment,
aussi bien il faut tenir, mais par moments, il faut lâcher. Et je pense que ce que ça m'a appris, c'est par moments, c'est de lâcher et que les choses aussi viennent d'elles-mêmes quand elles doivent arriver. Donc encore une fois, ça c'est ma conviction. Ce que j'ai aussi appris, c'est que par moments, alors que j'étais plutôt dans un mode de communication, je vais dire autoritaire, que j'ai, on va dire, travaillé davantage sur ma forme et que le fond passe mieux quand tu soignes ta forme, on va dire. Donc voilà, donc je pense que ça vient ainsi. Et quand je prends mes décisions aujourd'hui, quand j'ai fait le choix aussi de quitter l'entreprise, quand je pense que j'ai pu faire appel aux deux, justement. Et c'est ça, c'était, on va dire, pour moi, plus une force que d'être sur une polarité. Ah, il y a un autre aspect que l'on met en avant dans ces webinaires et aussi dans ce processus de groupe que l'on propose, c'est l'aspect de l'équilibre. Il y a l'aspect de l'alliance, mais il y a l'aspect de l'équilibre. J'aimerais savoir comment tu as fait et comment tu fais aujourd'hui l'expérience de cet équilibre en toi, du féminin en toi, du masculin en toi, sachant notamment les différences de contexte professionnel que tu connais aujourd'hui par rapport à ce que tu connaissais avant. Donc comment tu faisais l'expérience de cet équilibre féminin-masculin en toi autrefois, notamment dans tes responsabilités de DH, mais aussi comment tu fais aujourd'hui cette expérience de l'équilibre en toi, du féminin et du masculin. Donc avant, quand j'étais en entreprise, ça tient beaucoup aussi au leadership et notamment dans la dernière entreprise, le mode de management était très, très, très masculin. Je pense que c'est pas forcément conscient à l'époque, mais une des raisons pour lesquelles je suis partie, en fait, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles je suis partie, c'est que justement, ça me correspondait plus. Et je pense que ce temps, en fait, aussi en créant mon entreprise, c'était aussi une volonté peut-être de développer en fait cet aspect, entre autres, pas que celui-là, mais cet aspect qui me correspond davantage aujourd'hui, en tout cas que j'avais eu envie de plus m'approprier. Euh, Aujourd'hui, dans comment j'utilise les deux, en fait, j'utilise les deux notamment quand j'accompagne des personnes. Euh, il se trouve, bon, j'ai aussi bien des femmes et des hommes, en fait, plus des femmes en ce moment. Euh, et, euh, et en fait, ça m'aide justement dans leur accompagnement euh, d'avoir justement de les aider dans leur prise de conscience que eux-mêmes, ça peut être des hommes aussi, ont cette alliance masculin-féminin. Et j'ai eu un certain nombre de femmes en fait qui étaient plutôt effectivement dans un mode de management masculin et par moment donc des séances de coaching où à force effectivement d'être dans ce mode-là, en appuyant sur le bon bouton, il y a des choses qui sortent et elles te disent en fait c'est pas moi et c'est juste effectivement que on m'a fait porter des responsabilités, on m'a entre guillemets un parcours effectivement qui était en miroir par rapport au mien, emmené effectivement sur un système de performance plutôt axé masculin. Mais en fait, c'est pas moi. En fait, voilà. Et donc, du coup, ça permet de poser la question après, OK, mais du coup, c'est quoi toi? Ça ouvre des portes. Et en fait, on se rend compte encore aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est aussi ce dont je me rends compte dans le prisme qui est le mien, qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont sur ce mode de management masculin et qui n'ont pas pris la voie d'assumer effectivement leur féminité ou parce qu'on ne leur a pas laissé aussi l'espace par rapport à ça, parce qu'elles ne souhaitent pas le prendre. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, c'est en majorité, donc dans les personnes que j'accompagne, ce que je vois. Et c'est aussi des moments clés dans le coaching quand ça arrive, d'avoir effectivement cette conscience que
ce qu'elles ont porté jusqu'à aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'elles sont en réalité. Est-ce que tu as, j'ose à peine prononcer le mot, mais des ficelles, des méthodes, des outils que tu proposes à tes clients et que tu pourrais proposer à nos auditeurs aujourd'hui sur quelque chose qui les aiderait justement à vivre un meilleur équilibre, une meilleure alliance entre leur féminin et leur masculin? Alors, je vais un peu te décevoir là-dessus parce que je considère que vraiment chacun est différent, chacun a son propre chemin. Si on avait un mode d'emploi unique, on va dire toutes les librairies ne seraient pas pleines de livres là-dessus. Le débat aujourd'hui, en fait, ne serait pas ce qu'il est. Moi, il est venu en fait à travers mon expérience et notamment euh, la voie du yoga, on va dire. Et, euh, et- mais chaque personne va avoir une réponse différente. Et puis, il y a des personnes qui vont pas prendre ce chemin, qui vont faire, on va dire, en conscience ou en non-conscience, parce que même en conscience, il y en a qui souhaitent pas le prendre, ce chemin d'aller découvrir ça. Je pense que heureusement, je vais dire heureusement, chaque personne étant différente, elle doit trouver en fait ce qui lui correspond comme moyen au moment qui lui correspond également pour prendre ou pas cette voie-là. Je pense que ça vient de la personne. D'abord, il faut que la personne agisse, enfin, en tout cas en conscience pour prendre ce chemin-là. Mais je n'ai pas de boîte à outils. En tout cas, j'en ai, mais par rapport à chaque personne, puisque chaque personne est différente. Ok. Merci Magali. Je propose qu'on commence à rentrer dans la deuxième partie de ce webinaire et d'autoriser, d'inviter les participants à ce webinaire à prendre la parole et à témoigner de l'expérience qu'elles font du féminin, du masculin en elles-mêmes, ou à te poser des questions. Voilà. Alors, peut-être qu'à ce stade-là, si vous vouliez bien activer vos caméras, qu'on puisse voir aussi vos visages, même si ce n'est pas vous qui parlez, ça sera à la fois plus vivant pour nous et aussi pour les personnes qui nous regardent. Et voilà, voilà c'est celle ou celui qui a envie de partager, de témoigner, d'interroger. Et bienvenue de prendre la parole. Je vous propose juste peut-être pour organiser la communication de lever la main simplement et que je vous désigne du coup voyant votre main levée pour vous inviter à parler, témoigner ou poser des questions. Alors, qui se lance? Oui, Isabelle. Bonjour Magali, bonjour. Alors je me permets de saluer mes ex-collègues, d'accord, Marie-Paul et Maria, que je retrouve ici. Moi, ce que tu disais, Magali, d'abord merci pour cet échange. Ça a fait résonner en moi là quand tu parlais tout à l'heure de code aussi, de masculinité dans la façon de se comporter. Moi, ça me fait penser aussi au leadership et à ce qu'on appelle le leadership au féminin. Enfin, moi, j'aime pas du tout ce terme, mais effectivement, certaines femmes, et notamment dans notre profession, les directrices d'hôtel, ont cru quelquefois qu'il fallait être justement autoritaire, enfin reprendre les codes de la masculinité pour avoir un leadership. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est pas ça la bonne recette parce qu'il faut rester ce qu'on est et garder son style de leadership. On a ses propres compétences. On est leader et leader à sa façon. Donc voilà. Et ça vaut aussi pour les rôles modèles qu'on met de temps en temps en valeur ou en évidence dans des entreprises. Mettre en valeur des rôles modèles qui ont intégré tous les codes de la masculinité et qui singent entre guillemets les hommes pour se faire respecter, pour avoir du poids, voilà. Ça marche pas et on ne s'identifie pas correctement à ces personnes. Donc voilà, je voulais juste faire cette remarque suite à ce que tu as dit. Okay, merci Isabelle. Maria. Oui, alors moi je voulais rebondir sur cette question sur les recettes et que je trouvais très bien parce que finalement je me suis dit qu'est-ce que je peux additionner moi pour me dire qu'est-ce que j'ai pu trouver. Donc c'est vrai que je me suis noté que les différentes expériences professionnelles m'ont fait avancer parce qu'elles m'ont fait rencontrer des personnes différentes et que ces rencontres
m'ont inspirée, ont pu me confronter aussi. Donc ça a joué vraiment un rôle important. Ensuite, je me suis notée paternité versus maternité, parce que je pense que c'est les deux, autant pour les hommes qui deviennent pères que les femmes, que ça a un rôle important. En tout cas, pour moi, ça a joué un rôle important dans le cheminement vers un équilibre et une alliance. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, il y a aussi la prise en compte de ce qu'on est physiquement. Toi, c'est par le yoga, moi, ça a pu être aussi par le yoga ou d'autres activités physiques avant. Eh bien, le fait de prendre plus la place de son corps, de son enveloppe, et que finalement, on arrive avec le parcours à réconcilier différentes dimensions. Parce qu'au début dans sa carrière, on est très centré sur les postes qu'on va occuper, hein, sur réussir le poste. Donc, il y a le poste masque aussi un peu ce que l'on est. Et plus on évolue, plus aussi on découvre qu'il n'y a pas que le poste. Il y a la manière dont on va faire les choses dans ce qu'on est, qui a une grande influence aussi sur la réussite. Et c'est par ce biais-là que j'ai cheminé un peu et que j'ai découvert qu'il fallait un équilibre et que je réconcilie certains aspects dans ma manière de faire. Voilà. Merci, Maria, en fait. Ah, vas-y, je t'en prie, Magali. C'est intéressant ce que tu dis, Maria, et merci pour ce partage, parce qu'il y a une chose sur laquelle tu as appuyé, effectivement, qui moi aussi, en fait, a certainement accéléré, donc de par le contexte, justement, ce côté féminin qu'il a fallu que je m'approprie, en plus du yoga, c'est le côté maternité. Donc moi, j'ai pas eu la chance, effectivement, d'avoir des enfants. Il se trouve que mon conjoint, lui, donc en a 3. Donc c'est un rôle qu'il a fallu effectivement que je m'approprie, donc de 0 à 3. C'était un multiplicateur donc assez fort. Donc et le rôle de maman aussi est une chose, et le rôle de belle-maman aussi est aussi un autre rôle. Et en fait, donc encore une fois, je ne suis pas maman, mais le rôle de belle-maman aussi a amené aussi, justement, de par cette expérience, beaucoup de choses dans mon cheminement professionnel, sur l'accompagnement et la posture, justement, avec les personnes. Merci, Maria, d'avoir pointé ça, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi. J'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu disais, Maria, notamment sur la question des rencontres. Et je pense au webinaire de la semaine dernière, où Agnès Roquefort a évoqué pas mal cet aspect où en quoi les hommes dans sa vie, notamment elle avait évoqué son père et son grand-père, lui avaient aidé aussi à prendre davantage confiance, à être certainement dans une attitude plus déterminée, plus forte, et quelque part, effectivement, avec une énergie plus masculine. Et je me disais, mais en quoi, voilà, en tant que femme, peut-être la rencontre d'hommes, là, tout à l'heure, Magali, tu évoquais les actions qui étaient menées au sein de Sofitel, et on en a parlé aussi en préparation de ce webinaire tous les deux, mais tu me disais que Robert Gameux-Jones était vraiment très supportif, quoi. Il a été un soutien majeur de ça. Donc du coup, voilà, en quoi la rencontre avec des hommes pour des femmes permet de développer davantage de masculin, et en quoi la rencontre des femmes pour des hommes permet de développer davantage de féminin. Voilà. Si certaines ou certains d'entre vous ont envie de témoigner autour de ça, ce serait vraiment bienvenu. Je pense aux hommes, notamment, j'en vois 3, cette fois-ci, il y en a 3, il y en a de plus en plus, c'est magnifique. Donc je vois, il y a Julien, Henri et Cédric. Vraiment bienvenue si vous avez envie de prendre la parole. Ça fait que 3 hommes, hein. C'est pas vraiment une parité, mais moi dans ma carrière, j'ai eu autant de femmes patronnes que d'hommes patrons. Alors, on peut dire que les femmes peut-être étaient un peu masculines, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour moi, je trouve, de détecter si c'est la femme qui est masculine ou la femme qui a un management, on va dire, autoritaire, comme on l'a dit. Et j'ai travaillé aussi beaucoup dans les pays anglo-saxons. J'ai toujours trouvé que le management anglo-saxon était plus proche de la féminité que de la masculinité.
Mon style de management ensuite en France était moins autoritaire que ça l'a été au cours des années que j'ai vécu avec des hommes. Après, ça fait pas en moi, je pense, quelqu'un de plus féminin. Donc, je trouve que ça dépend aussi vraiment de la façon dont on apprend le management. Parce que je trouve que dans les pays anglo-saxons, et je travaille encore beaucoup avec de nombreux pays anglo-saxons, le management dans les pays anglo-saxons est quand même complètement différent. Et justement, les femmes sont beaucoup plus acceptées. J'ai moi-même travaillé avec Lise, que Magali doit connaître, Lise Arstone, qui est une pure British et qui a un management effectivement féminin, mais à la fois quand même autoritaire, mais beaucoup dans le partage, dans la pédagogie. Donc c'est vrai que j'ai du mal à résumer tout entre un management d'hommes et un management de femmes. Pour moi, il y a beaucoup plus de styles de management. Et à travers les femmes que j'ai connues, mes patronnes, notamment à Londres, j'ai eu des femmes très autoritaires, une Australienne qui était très autoritaire, une Américaine qui était très autoritaire aussi, et puis une British comme Lise qui était beaucoup plus souple, tout en sachant très bien dans la direction qu'elle prenait, aussi bien pour elle que pour ses équipes. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions, mais c'est vrai que pour moi, c'est dur de résumer. C'est dur de résumer d'un côté le management d'hommes et le management de femmes, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de styles de management que ça. Ok, merci Julien. J'en prie. Alors, qui d'autre veut prendre la parole? Henri, bonjour Henri. Bienvenue. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Ah, alors, si tu peux parler un petit peu plus fort. Alors, je vais me rapprocher du micro, vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux quand tu t'approches du micro. D'accord. Alors, moi, l'expérience que je peux partager, c'est pas celle du management, c'est celle des groupes que j'anime, qui sont composés principalement de femmes, puisque ce sont des travailleurs sociaux sur les départements, donc des assistantes sociales ou des éducatrices dans le champ de la protection de l'enfance. Et qu'est-ce que je peux en dire? Ce que je peux en dire, c'est que cette sensibilité, cette sensibilité féminine et aussi la puissance féminine qui est là dans cet espace m'a aussi amené à contacter ou à ouvrir en moi quelque chose qui est qui est du champ de l'intuition. Voilà, on va dire, c'est ce que ça a ouvert en moi, c'est quelque chose d'une sensibilité, d'une intuition, d'une ouverture à ce qui émerge dans l'instant présent, quoi. Et je travaille beaucoup avec ça. Ok, super. Merci Henri. Alors, qui d'autre veut témoigner ou poser des questions? Oui, Marie-Paul. Mets ton micro. Marie-Paul, oui, le micro. Pardon. C'est intéressant parce que je vous écoutais tous avec beaucoup d'attention et un petit peu comme Magali, je crois que je ne me suis jamais vraiment posé la question masculin-féminin. Mais certainement quelque chose qui était très, très vite important pour moi, c'était d'être en accord avec moi-même. Et ça, bon, c'est certainement aussi lié à mon histoire personnelle. Et je pense que du coup, c'est quelque chose qui m'a poussée à presque, j'allais dire, éviter des écueils à être trop masculine dans ce que je voulais faire ou à presque le rejeter, à me protéger de ça, si je peux utiliser ce mot-là. Je ne sais pas si je l'ai toujours bien fait, mais Maria et Magali me connaissent très bien, donc bon, elles peuvent en témoigner. Mais je pense que c'est vraiment ça qui m'a toujours guidée, et même encore aujourd'hui. C'est dans tout ce qu'on fait, parfois c'est aussi l'environnement qui vous pousse à être plus masculin. Et comment on peut prendre des décisions tout en étant soi-même. Comment dans des situations difficiles, on peut faire les choses avec éthique, avec une certaine conscience. Enfin, on parlait de conscience, mais dans un autre.
je dis pas que c'est plus féminin que masculin, mais c'est à la base d'être en accord avec soi-même. Et je pense que si on prend ça, si ça c'est le plus important, ben, on peut faire des erreurs, mais premièrement, ça se reflète sur les gens qui sont autour de nous. Ils sentent qu'on est nous-mêmes, qu'on n'est pas juste, on n'est pas dans un rôle. On veut se prouver quelque chose qui est lié à notre position. Donc c'était ce témoignage que moi je voulais apporter. Merci Marie-Paul. Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, c'est par rapport à ce que je disais sur l'accompagnement, notamment des femmes qui, à un moment donné, enlèvent effectivement pour X et Y raisons ce qu'elles ont endossé, notamment ce rôle modèle féminin, ce dont parlait Isabelle aussi pour X et Y raisons, parce que c'est lié pour elles au départ au succès. Le cheminement, c'est une fois que tu l'enlèves, en fait, et tu as raison, Marie-Paul, c'est finalement, mais qui je suis. Et ça, c'est un chemin, effectivement, qui est, en tout cas, que je vois, que j'ai pris, parce que ça a été mon chemin aussi, et deux, que je vois, en fait, quotidiennement avec les personnes, femmes, que j'accompagne. Pas forcément les hommes. En tout cas, je ne l'ai pas vécu, moi, au niveau, en tant que coach, mais au niveau des femmes, de manière effectivement fréquente. C'est une fois que j'ai enlevé effectivement ce qu'on a voulu que je sois ou ce que j'ai compris qu'on voulait que je sois, parce qu'il y a aussi ça, qui je suis. Et donc ça, effectivement, c'est un chemin qui est par moment qu'on prend effectivement vraiment de manière violente, parce que c'est une prise de conscience qui peut être assez violente en me disant, mais en fait, je ne suis pas ce qu'on a voulu faire de moi, ou je ne suis pas ce que j'ai cru qu'on voulait faire de moi. Et donc, qu'est-ce que je décide par rapport à ça? Alors, je ne sais pas si d'autres entre vous ont envie de témoigner autour de ça, mais ce qui m'a vraiment préoccupé et ce qui a été mon intention dans l'élaboration de ce processus de groupe, c'est justement ça. C'est comme j'ai eu l'habitude de le dire, l'idée n'était pas de proposer un chemin de compréhension, mais un chemin de conscience. Je veux dire par là que l'idée n'est pas d'arriver à des formules, à des définitions, à faire autorité sur qu'est-ce qui est féminin et qu'est-ce qui est masculin, mais plutôt d'accompagner les personnes dans plus de conscience de ce qu'elles vivent et qui pour elles fait féminin ou qui pour elles fait masculin. Et en étant plus consciente de ça, arriver à cheminer, à trouver une meilleure alliance ou un meilleur équilibre. Et donc, bien sûr, ça part vraiment de l'intérieur de soi et pas des codes qu'il s'agit d'adopter ou des contextes dans lesquels on se trouve. Voilà, c'est avant tout quelque chose qui part de soi et qui permet d'être justement l'équilibre que l'on choisit ou qui est le mieux pour nous entre ce féminin et ce masculin, et pas un équilibre qui serait le meilleur pour tout le monde. Donc c'est vraiment ça l'idée. Alors, qui d'autre souhaite partager? Je vois qu'Isabelle envoie un petit message. Isabelle, vous voulez partager ça par oral aussi? Non, c'est un peu ce qu'on vient de dire, ce que vient de dire Magali, et ce que je reprends aussi ce que disait Marie-Paul. Rester soi-même, c'est ce qu'on apprend aussi en coaching, ne pas chercher à imiter ou à faire comme si. Enfin, voilà, vraiment découvrir comment on est, voilà, qui on est et nos ressources. Je pense que c'est le meilleur des conseils qu'on peut donner. Et alors, comment vous accompagnez vos collaborateurs ou voire même vos collègues dans ce chemin-là de rester Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, en fait, mais en tout cas qui revient. Moi, en tout cas, systématiquement, je pose la question à toutes les personnes qui sont présentes. Moi, il y a un sujet qui est souvent, en tout cas, abordé, qui est la vulnérabilité aussi. Donc, c'est aussi bien d'ailleurs au niveau masculin que féminin. Donc la vulnérabilité en entreprise, d'un manager, d'un collaborateur. Qu'est-ce que c'est? En fait, pendant des années, en fait, le système s'est positionné sur le fait que, en gros,
aucune faille ne devait transparaître. Et en fait, en tout cas, c'est une personne avec qui j'ai collaboré pendant des années qui m'a souvent challengée là-dessus. En fait, il est plus là aujourd'hui, mais sur le fait que la vulnérabilité pouvait vraiment être une force. Et c'est pas forcément accepté, en tout cas dans toutes les entreprises. Or, vraiment de montrer, et j'en parlais en fait avec un groupe, une cohésion de groupe donc que j'accompagnais, le fait de dire que la posture du manager, de dire par moment je ne sais pas, ou je n'ai pas toutes les réponses, ou en tout cas de montrer que il n'est pas au centre aussi, et que pour X, Y raison, il a aussi cette vulnérabilité personnelle ou professionnelle. C'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé. Et souvent, notamment d'un point de vue masculin, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on va. Donc voilà. Je ne sais pas si mes collègues veulent témoigner de ça aussi. Donc, les collègues, c'est les participants. Oui, Maria? Maria, voilà ton micro. Mettre le son. Sur la vulnérabilité, il me venait une réflexion qui était que finalement, on peut se payer le luxe d'être vulnérable quand on a réussi. Pas avant. Avant, il vaut mieux avoir balisé, bien mené son affaire, d'ailleurs qu'on soit un homme ou une femme. Et voilà, la vulnérabilité appartient aux riches, hein, ceux qui peuvent. Ça, c'est surtout ça que je retiens. Parce que avant, au début, il s'agit de faire ses preuves, qu'on soit homme ou femme. Hein, ça, là-dessus, il y a pas, il me semble pas qu'il y ait grand-chose qui ait changé. En revanche, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est-à-dire, tu parles de cette intelligence collective et de la manière de manager qui est en train d'évoluer, parce que tout le monde se retrouve un petit peu dans le même bateau de la complexité. Ben oui, effectivement, ça donne un prisme, une ouverture, un dialogue entre les hommes et les femmes dans une équipe qui peut amener ce bon équilibre de se dire, c'est collectif, on a des forces et qu'on a des vulnérabilités peut-être, et que c'est en agrégeant tout ça qu'on peut en faire quelque chose, mais plutôt ensemble, hein, collectivement. Alors, je vais rebondir sur ce que Maria a dit, parce que c'est sur la première partie. À la fois, je suis d'accord, et à la fois, effectivement, je suis pas d'accord. Parce que, effectivement, et ça, c'est notre complémentarité à Maria et moi, parce que sur le fait c'est quand on a réussi qu'on peut on peut se payer le luxe d'être vulnérable. Je trouve que justement, en fait, j'ai quelques exemples qui m'ont forcé à penser qu'on pouvait effectivement arriver tout en montrant qu'on est vulnérable. Et je pense à un exemple précis. Alors, il n'y en a pas qu'un, hein, mais je suis d'accord aussi dans le sens dans l'optique dans lequel tu l'as dit, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas forcément simple. Mais j'ai un exemple précis en tête où d'un parcours professionnel où, en l'occurrence, c'était un homme, où il a fait depuis le départ la vulnérabilité comme une force. Et je pense que c'est en tout cas de cette manière, justement, où il a pu y arriver, en tout cas. Mmh. Alors, Marie-Paul, oui. Et ensuite, Bénédicte. Mets le son, Marie-Paul. Bien, mets le micro, oui. Je voudrais également rebondir sur ce point, parce que je pense qu'en fait, tout dépend du leader qu'on a avec nous. Et entre guillemets, on peut se permettre le luxe d'être vulnérable ou d'être tout à fait nous-mêmes à partir du moment qu'on a un grand leader qui est bienveillant et qui voit ça. Et je pense que moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme ça dans mon parcours professionnel. Et je pense avoir soutenu des gens et promis des gens que j'ai vus vulnérables, parce que comme le disait Magali, j'ai vu en eux
une qualité émotionnelle, mais qui est indispensable dans le leadership. Donc, le point, c'est peut-être pas, quand on a réussi, pas tout dépend du leader qui est au-dessus de nous, à mon sens. Ok, merci Marie-Paul. Bénédicte. Oui, rebonjour, excusez-moi, j'ai été déconnectée involontairement par défaut de matériel. Donc, j'ai pas suivi exactement les tout derniers échanges que vous avez eus. Je suis revenue à l'intervention de Maria sur la vulnérabilité. Moi, en fait, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les sujets du développement durable et que j'accompagne les entreprises dans leur transformation. Et ce sujet du masculin, féminin, il m'intéresse aujourd'hui à double titre, déjà à titre personnel par l'expérience que j'ai pu faire effectivement dans mon mode de management, dans la façon dont j'ai évolué en entreprise et dans des façons de faire que je mettais en place qui n'étaient pas forcément conformes aux façons de faire qui étaient voilà qui avaient cours ou qui étaient dominantes et pourtant je le faisais parce que j'étais naturellement portée à ça et je pensais que c'était une façon en tout cas qui me convenait davantage et dont je pensais qu'elle pouvait être performante aussi et peut-être performante et c'est là où je connecte avec mon sujet du développement durable, pas forcément à court terme toujours, mais parfois dans le temps long. Et donc je trouve que cet équilibre il est intéressant et aujourd'hui Fabrice tu disais tout à l'heure transformer les hommes, transformer les organisations et transformer le monde et en fait c'est vraiment le sujet moi sur lequel je travaille, c'est qu'aujourd'hui on a besoin effectivement de transformer nos modèles, nos organisations et je pense que cette dynamique masculin féminin elle peut participer à cette transformation et prendre sa place. Et le sujet des vulnérabilités, je le trouve intéressant aussi parce que finalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est vulnérable. On en a plein de vulnérabilités au niveau la crise qu'on vit actuellement le prouve, notre rupture avec quelque part la biosphère, le monde du vivant, on est aujourd'hui un peu rattrapé. Et pour moi, c'est cet équilibre finalement entre cette société peut-être jusqu'ici qu'on a construite, qui est quand même peut-être alors dominée un peu par des valeurs dites masculines ou une dynamique masculine autour de quelque chose aussi de très technologique, très scientifique, très rationnel, et où on a peut-être un peu trop minoré l'autre partie qu'on peut aujourd'hui dit porter par le côté plus féminin. En fait, je ne sais pas forcément si c'est cette dichotomie-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un équilibre à retrouver à la fois dans nos organisations, mais aussi, je pense, dans notre société plus largement. Et ça m'intéressait de voir ce que vous en pensiez aussi de ce point de vue-là, vous entendre. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse, en profiter pour vous dire que cette question-là, va aussi être particulièrement intéressante à questionner, à interroger la semaine prochaine, où je recevrai Nathalie Mercier-Perrin, qui depuis 20 ans est une des dirigeantes du groupe Naval Group, qui était autrefois des CNS, qui est juste une entreprise qui fabrique des bateaux de guerre et des sous-marins. Voilà. Donc du coup, cette question de la vulnérabilité, compte tenu de l'activité de l'entreprise pour laquelle travaille cette dirigeante, voilà, va vraiment être intéressante aussi. Quelle expérience elle fait de ça, par exemple. Voilà, donc c'est juste un petit teasing pour la semaine prochaine. En tout cas, pour moi, dans l'expérience que je fais de l'accompagnement des dirigeants et des organisations depuis 30 ans, ce que tu évoquais, Marie-Paul, tout à l'heure, pour moi, est vraiment majeur. C'est-à-dire que la vulnérabilité, oui, elle est absolument bienvenue. Mais ce que l'on constate, c'est que dans une équipe ou dans une relation avec un responsable hiérarchique, plus le leader est ouvert et plus on se sent en sécurité. Et plus il est ouvert, qu'est-ce qu'on entend par ouvert ? Ça renvoie à l'élément humain de Will Schutz. Et l'ouverture, c'est la combinaison de deux choses. C'est le fait d'être conscient de ce qui se passe pour soi et le fait de le dire. Et donc, plus la personne est effectivement ouverte, plus elle est consciente, plus le leader est conscient de ce qui se passe pour lui, et plus il le dit, et plus effectivement ses collaborateurs, ses interlocuteurs se sentent en sécurité. Et je pense que ça a un impact majeur sur à la fois la possibilité d'être vulnérable et de se montrer vulnérable, et la possibilité d'être accueilli dans sa vulnérabilité. Alors,
Un trait d'humour pourrait peut-être servir nos dirigeants en ce moment, non? Alors, pas mal. Juste pour ajouter, c'est que je pense qu'accueillir la vulnérabilité, la reconnaître et en fait travailler dessus, c'est aussi peut-être ce qui peut nous permettre de bâtir notre résilience. Et à l'échelle individuelle ou à l'échelle des entreprises ou plus globalement de la société, en tout cas, c'est je pense, les questions qu'il faut pouvoir adresser aujourd'hui. Et je pense que c'est pas une faiblesse que d'adresser, c'est de reconnaître ces vulnérabilités et de les accepter en fait. Sinon, on est un peu dans le déni et la mécanique du déni, elle n'est pas toujours productrice de solutions en fait. C'est plus une faiblesse aujourd'hui, mais avant, ça l'était. Donc, je pense qu'il y a tout un contexte aussi qui fait que ça a évolué aujourd'hui. Je suis complètement d'accord, on est au centre, mais quelques années en arrière, c'était tabou et c'était absolument pas envisageable. Donc, je partage quelque chose que j'ai entendu à la radio ce matin. En fait, je trouvais que c'était intéressant comme information que ça vienne ce matin. J'écoutais en fait sur le fait que ils avaient identifié que la pandémie allait faire perdre, pour venir à une égalité homme-femme, on allait perdre une génération. Donc, il allait avoir une génération de retard pour arriver à une égalité homme-femme. Donc, j'ai pas eu le détail en fait de ça, mais je me suis demandé effectivement sur quoi c'était basé aussi pour que ça amène autant de retard donc au niveau de cette égalité à charge effectivement pour voir de quel type d'égalité on parle. De dire qu'on prenait du retard de par cette situation mondiale sur justement l'alliance féminin-masculin et sur l'égalité homme-femme aussi. Et il y a une autre chose qui m'est venue aussi, Julien, je te laisse la parole après, c'est que on en a un petit peu parlé au départ. Hier, je parlais avec une de mes clientes qui me disait en fait, tant qu'elle avait été promue au sein d'un comité de direction, ça fait un peu écho à ce dont on parlait au départ. Et en fait, la phrase qui a suivi, c'était « J'ai été promue en fait parce que je sais très bien qu'ils travaillent sur la diversité, donc je suis une femme et en plus, je ne suis pas européenne. Donc c'est pour ça effectivement qu'on m'a promue. » Et ça, par exemple, pour moi, ça a eu un écho très... comment dirais-je ? Ça allait chercher quelque chose chez moi qui fait que c'est aller appuyer sur le bouton en disant est-ce qu'on t'a promu parce que tu es une femme ou est-ce que tu as promu parce que tu as les capacités et les compétences. Donc c'était vraiment une question que je ne vais pas poser parce que ce n'était pas du tout le sujet. Mais en fait, c'était vraiment ça. C'était je suis promue parce que je suis une femme et parce que j'ai des origines qui ne sont pas européennes. Et donc, c'est à ce titre, effectivement, que je fais partie du comité de direction. Donc, pour moi, je ne suis pas du tout, effectivement, je comprends qu'il est nécessaire, en tout cas, d'accompagner la place de la femme. Voilà. Mais c'est vrai que je ne suis pas pour les quotas, par exemple, parce que je trouve que ça dénature, effectivement, justement, et ça emmène ce type, effectivement, de décisions qui, pour moi, en fait, sont justement complètement à contre-courant de, en tout cas, le positionnement de la femme dans la société aujourd'hui. Donc, je voulais juste partager ça aussi. Ok. Julien, je souhaitais prendre la parole. Avec le micro, peut-être. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Pour répondre à l'interrogation de Magali, c'est dû au fait que pendant la Covid, beaucoup de femmes ont sacrifié leur travail pour s'occuper de leurs enfants. D'accord. Et je pense que c'est dû à ça, alors que beaucoup d'hommes ont continué à travailler. Et malheureusement, mais c'était un constat qu'on a fait après le premier confinement et je pense après le deuxième et celui qui arrive là, ou celui dans lequel on est. La femme a tendance à plus abandonner son travail parce qu'elle pense que le travail de son mari est plus important et qu'aussi elle a besoin de s'occuper de ses enfants. Donc c'est je pense, la cause principale, malheureusement.
C'est exactement pour les mêmes raisons qu'on avait fait ce constat quand on avait fait le mapping des directeurs d'hôtels sur le luxe, en disant qu'est-ce qui fait qu'on a, c'était un des éléments, c'était pas le seul, plus d'hommes dans le luxe que dans l'économique, sachant que l'hôtellerie, grosso modo, il y a quand même il y a une mixité au niveau des emplois féminins, masculins. C'est vrai que dans les hôtels dits de luxe, le rythme de travail est quand même très élevé, avec des shifts très importants, et que quand on a interrogé des femmes en disant ne serait-ce que est-ce que vous voulez prendre de poste d'encadrement, c'était pour des choix de vie, en disant j'ai une famille, je m'occupe des enfants, et même s'il y avait le côté double dans le couple, il y avait aussi bien le fait qu'elle devait s'en occuper, qu'elle voulait s'en occuper, qu'elle ne voulait pas passer à côté, effectivement, donc de l'éducation des enfants. Donc voilà, donc il y avait aussi le rôle encore prépondérant de la femme. Donc c'était il y a quelques années, mais ça me fait rebondir sur ce que tu dis, Julien, par rapport effectivement à la place qu'occupe la femme encore aujourd'hui dans le foyer, l'éducation des enfants, etc. Donc, et je vais vous dire même quelque chose, à part Marie-Paul qui est là, mais il y avait beaucoup de femmes aussi qui n'avaient pas, aussi qui étaient directrices d'hôtel, qui n'avaient pas d'enfants. C'était vraiment une constatation. Les femmes qui arrivaient à des postes de direction d'hôtel, qui arrivent encore aujourd'hui à des directions d'hôtel, sont très rares. Il est très rare de trouver qu'elles ont des enfants. La plupart du temps, elles sont soit célibataires, soit mariées. Mais, et donc je mets Marie-Paul à part, parce que là-dessus, c'est pas le bon exemple, justement, mais elles n'ont pas d'enfants. Donc ça, c'est factuel, on va dire. Donc, voilà. Ok. Alors, qui d'autre intervenir? Peut-être des personnes qu'on n'a pas encore entendues. Natacha, voilà. Bonjour, j'ai eu pas mal de soucis, hein, désolée, j'ai jonglé avec mon téléphone et l'ordi. Bonjour à tous et surtout Magali, que je connais. Merci parce que du coup, je me trouve des qualités, je me dis chouette, j'ai réussi, par exemple avec les enfants, dans mon travail, à mixer les deux, à force d'expérience et de me prendre des portes, parfois en forçant mon trait masculin, parce que j'ai tendance aussi à y aller un peu trop en force et de me prendre des murs. J'ai quand même juste quelque chose qui m'interpelle. Alors déjà, je dirais que c'est plutôt un homme qui a révélé le côté féminin important pour y arriver. Donc voilà, je voulais le dire parce que on parle d'homme-femme, mais c'était le féminin d'un homme qui m'a fait prendre conscience de l'utilité et du bienfait du côté féminin aussi au travail. Et puis, je vous posais la question, en vous entendant, donc je suis un peu, peut-être un peu stéréotypé, mais c'est le masculin, c'est la force, c'est un peu bulldozer, puis la femme, c'est les rondeurs, etc., etc. C'est un peu dans mon esprit, hein, je parle de moi, comme si c'était plutôt négatif d'être le côté masculin et positif pour le féminin. C'est un peu ce que je ressens en vous écoutant. Et j'aimerais bien entendre l'autre côté, quoi. C'est intéressant que tu aies entendu ça, merci Natacha. C'est intéressant que tu l'aies reçu comme ça. C'était... Non, le masculin, on aime bien le masculin. Hein, donc, et l'action, on en a besoin, ça c'est sûr. Donc, en tout cas, c'est intéressant que le message soit passé comme ça. C'était pas effectivement le fait de dire que le féminin est forcément mieux, puisque surtout que moi j'ai plutôt un mode d'action assez fort. Donc non, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de bien et de mal. C'est juste de prendre conscience de qui tu es. Je pense qu'on l'a dit, Isabelle, Marie-Paul, par rapport à ça. Et je pense que
Ce qui est bien, c'est d'en avoir conscience, pour reprendre le mot de Fabrice, et de pouvoir l'utiliser à bon escient en fonction des situations. En fait, c'est vraiment ce que j'essaye d'utiliser. Et je pense que Henri l'a mentionné aussi sur le côté intuitif. Donc, de dire aussi bien dans le point de vue raisonné, donc dans cette situation, comment je me positionne. Et encore une fois, c'est d'écouter mon intuition aussi par moment. Et il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste un moment de conscience à qu'est-ce que j'utilise dans cette situation pour que ça fonctionne, puisque c'est vraiment ça. Et c'est ça la plus grande force, en fait, justement, c'est de pouvoir avoir conscience de cette polarité, de cette dualité, pour pouvoir utiliser, en fait, donc ce qui va fonctionner dans telle ou telle situation, tout en restant soi-même. Donc ça, je pense que c'est vraiment aussi important. Bénédicte. Oui, Après Natacha. Je voudrais réagir à ça, en fait, parce que moi, j'ai le sentiment que les qualités dites masculines, en tout cas, sont plutôt celles qui sont aujourd'hui au niveau de la société très valorisées finalement, et que justement les qualités dites plus féminines sont souvent, d'ailleurs, tous les métiers du care, etc., sont aussi des métiers où on dit que c'est plutôt les qualités, justement, ces qualités un peu masculines, féminines, pardon, sont aussi moins valorisées dans la société, ne serait-ce que financièrement. Or, on a vu avec la crise Covid que ces métiers, ils étaient en fait essentiels à ce qui faisait que la société tenait debout, fonctionnait. Et donc, ça pose la question aussi de cette valorisation-là. Et je pense que c'est plus la notion d'équilibre à la fois en soi et aussi au niveau des dynamiques de groupe, parce que finalement, on peut avoir, je pense, à titre individuel, plutôt une dominante finalement, ou être plus à l'aise dans l'un ou l'autre. Et c'est, je pense, la synergie entre justement des personnalités, des modes de fonctionnement différents et complémentaires qui sont intéressants d'un point de vue collectif, en fait, au-delà de finalement l'individu. Natacha, vous vouliez réagir? Non, pas du tout. Fausse alerte. Alors, est-ce que parmi les personnes qui ne sont pas encore exprimées, Marie-Laure, Célia, Cédric, Iladina, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Il y a même les personnages mystérieux, Cédric et Célia, qui non seulement on les entend pas, mais on ne les voit pas, mais vous êtes les bienvenus en tout cas. Alors, qui d'autre? Frédéric, qui nous a rejoint? En fait, oui, je vous prie de m'excuser. En fait, je vous entendais très bien. Bonjour à tous. Je vous entendais très bien sur YouTube, mais impossible de brancher ma cam. Et je vous prie de m'excuser, mais depuis le départ, j'étais avec vous. Bon, en tout cas, c'est pour ça que j'ai liké un j'aime. Au moins, je témoignais de ma présence et leur réel témoignera de ma vérité. En tout cas, merci Magali pour la sincérité de vos propos. Et de vos témoignages, ça va dans le sens effectivement de ce que cherche à créer Fabrice, qui a bien voulu m'accepter au travers de Zoom. Encore merci Fabrice. Juste, j'avais, en tout cas moi à titre personnel, vous voulez porter témoignage. Moi j'ai préféré le management des femmes en général, étant dans un groupe où j'avais beaucoup de brutalité et que ma vulnérabilité, que j'ai essayé de faire une force, en tout cas, j'ai pas bien su la témoigner puisque elle n'a pas porté ses fruits. Mais peu importe, c'est pas grave. Mais une chose est sûre, c'est que le management des femmes parfois peut être parfois un peu équivalent peut-être au management des hommes. Mais ce que j'appréciais par ailleurs, c'est qu'il y avait une sensibilité. Alors c'est très genré ce que je vais dire, mais je l'assume. Par rapport à la douceur que vous exprimiez tout à l'heure, Bénédicte ou Natacha, je trouve qu'il y a l'expression d'une sensibilité ou d'une vulnérabilité qui parfois, dans certaines circonstances, peut faire passer des messages ou en tout cas les entendre et favorise, on va dire, l'émergence d'une masculinité différente. On va le dire comme ça, sans fantaisie ou avec une forme d'originalité. Et merci pour vos témoignages à tous sur ces sujets, parce que à titre personnel, ça c'est mon témoignage, j'ai préféré être managé par des femmes pendant mes 32 ans d'activité professionnelle. Merci Frédéric. Henri, tu réapparais, est-ce que c'est pour partager quelque chose?
Alors, ton micro peut-être, Henri, et après, Natacha. Voilà, les verrouillages sont terminés. Je trouve qu'il y a beaucoup de. Enfin, j'entends aussi dans l'échange qu'on a là des. Comment dire, beaucoup d'idées toutes faites en fait. Enfin, pas d'idées toutes faites, beaucoup de vérité absolue, enfin, de choses. Il me semble que, enfin, pour moi, que je me sens plus en chemin voilà, que face à des choses comme celle-là. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a deux puissances en fait, et que ces deux puissances, quelque part, le féminin et le masculin, ces deux puissances, elles concourent à un niveau de conscience qui n'est pas possible sans ces deux puissances. Il y a deux puissances nécessaires pour monter ensemble en conscience et en conscience d'ensemble, en conscience de la complexité. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire de plus. Merci Henri. Alors Natacha, oui, Idalina peut-être. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Idalina. Je vais partager avec vous simplement mon expérience du management féminin, masculin. Moi, j'étais assez étonnée parce que par certains de vos propos, peut-être que je les ai mal compris, mais pour avoir expérimenté du management féminin, masculin, très jeune ou plus jeune que moi ou plus âgé que moi, parce que ça joue aussi, parce que le management a évolué, heureusement. Il est moins justement, je trouve, globalement dans cette autorité, que ce soit femme ou homme. Mais j'ai trouvé, moi, globalement, que le management féminin, justement, était plus dans la force que le management masculin, souvent. Parce que, tout simplement, en général, il faut bien le dire, les femmes rament un peu plus, peut-être, parce qu'elles sont adoubées aussi par souvent des groupes qui sont plutôt composés de plus d'hommes, puisqu'il y a plus de managers hommes dans tous les milieux et à peu près dans tous les métiers, presque. Et j'ai trouvé souvent justement que la force au bon sens du terme, la force qui permet d'avancer, la force qui abat des barrières, etc., elle est plutôt du côté féminin. Et moi, c'est vrai que jusqu'à présent, mes mentors étaient plutôt masculins, mais c'est le management féminin, par sa force, qui m'a permis d'avancer. Voilà, je ne sais pas si ça apporte de l'eau au moulin, mais moi, je trouve que la force, elle est plutôt du côté, pour le coup, féminin. Okay. Je parle de mon expérience. Oui, c'est bienvenu, Zaina. Je voudrais rappeler ce que j'ai déjà évoqué, c'est que ma proposition n'est pas un chemin de compréhension. La proposition, c'est pas d'aboutir à dire qu'est-ce qu'un management masculin, qu'est-ce qu'un management féminin, qu'est-ce qu'une force féminine, Mais si vous, en chemin, choisissez d'avoir des propos comme ça, c'est aussi bienvenu. C'est toujours un chemin. Oui, parce que est-ce qu'on peut vraiment les séparer ? En tout cas, ce qui compte pour moi, c'est d'offrir un espace de cheminement et de conscience sur ces sujets-là. Et qu'on les aborde d'une manière mentale, intellectuelle, ou d'une manière intuitive, par le cœur, l'affect, peu importe, parce que tout ça, ça nous constitue. Donc voilà, pour moi, mon orientation, c'est celle-là. S'il y a un débat qui se crée sur c'est quoi la vulnérabilité, etc., c'est bienvenu parce qu'au bout du compte, tout ça nous fait cheminer. Voilà. Donc, c'est de ma responsabilité d'essayer de favoriser le fait qu'on considère ça de façon la plus intérieure possible. Et notamment, c'est pour ça que je vous invite plus à des témoignages et donc à raconter des expériences que, effectivement, juste
partager votre pensée. Mais si c'est ça que vous voulez faire, c'est aussi bienvenu. Alors, je vois qu'il est 26. Il nous reste encore 4 minutes. Peut-être, Natacha, vous aviez souhaité dire quelques mots et puis ensuite, on fera juste un petit temps de conclusion. Oui, je vais vous laisser finir, mais en tout cas, voilà. Non, je vous laisse finir. Merci. Alors, je vous propose peut-être juste de faire quelque chose de très court, de un ou deux mots de conclusion de chacun, quoi que ce soit qui vous vienne. Vous pouvez le partager. Et ensuite, Magali conclura et je dirai un mot aussi de fin. Voilà. Il en faut toujours un qui commence. Donc. Allez, on va commencer par un homme, Julien. J'étais sûr. Moi, je suis premier sur la liste. Merci. Non, rien. Merci pour cette discussion très ouverte. C'est toujours intéressant, effectivement, d'avoir les avis de tout le monde, surtout sur ces deux styles de management. Donc, merci pour ce Zoom. Merci à toi. À qui tu donnes la parole? On va faire comme ça moi, c'est... Bonne idée. C'est la personne qui arrive après moi. C'est Natacha. Natacha. Ok. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Et je voulais juste dire à Julien, en fait, moi j'ai des origines anglo-saxonnes et j'ai été élevée, donc du coup, pour un mini témoignage, par des parents qui m'ont justement, ils ont actionné pas mal les deux, et je m'en rends compte. Donc c'est un peu de force et en même temps, je lâche prise. Hein. Voilà, je voulais juste partager ça. Alors, qui l'autre après vous, Natacha? À qui tu passes la parole, Natacha? Je passe la parole à Marie-Paul. Moi, j'ai été vraiment ravie de participer à cet appel et je trouve que c'est une magnifique manière de démarrer ma journée parce que j'ai 1 heure d'écart avec vous. Donc, du coup, j'ai décalé mon début de journée un petit peu plus tard pour être avec vous et je suis vraiment, vraiment heureuse de l'avoir fait. Merci beaucoup. Merci pour ta présence londonienne. Merci Marie-Paul. Alors, à qui désignez-vous après vous? Moi, je vais aller à Maria. Quel hasard. Alors, merci Marie-Paul. Alors, merci pour cet échange riche et varié qui est allé dans différentes directions. Donc, moi, j'avais envie de reprendre des mots de certains d'entre vous. J'ai été touchée par la prise de parole de Bénédicte sur transformer le modèle et la dynamique du masculin-féminin. Ça m'a parlé. Et ensuite, j'ai retenu aussi être conscient de la polarité et pas de bien ou de mal. Voilà. Ok, qui prend ta suite, Maria? Alors. Ça a coupé, vas-y, redis le nom. Marie-Laure, pardon. Marie-Laure. En tout cas, merci infiniment encore Fabrice pour cette invitation et puis à toutes les intervenantes et intervenants pour leur témoignage. Je vais juste rebondir 5 secondes sur les différentes cultures, puisque en Chine, avec l'exemple qu'a donné Magali de cette femme, c'est ce que j'ai retenu parce que j'ai été aussi impressionnée par différentes managements de femmes au cours de ma vie, même si c'était pas la majorité. Elles avaient tous cette dominante, en tout cas masculine, plutôt que féminine, hein, que l'on peut retrouver aussi dans un management d'hommes. On trouvait effectivement plus de féminité dans un management des fois d'hommes que de femmes, à ma grande surprise. Et après, dans la culture, ça dépend aussi de ce qu'on reçoit comme communication, parce qu'en Chine, même si l'on croit à notre perception qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui dirigent dans le pays, à l'extérieur, ce n'est pas le cas. Parce que moi, hier soir, je suis tombée par hasard et justement, ça m'a fait un peu sourire intérieurement. Une émission sur l'OMS. Et la première femme qui a été directrice de l'OMS depuis 2007, c'était une femme. Une femme chinoise. Et quand je suis allée en Corée du Sud en
en 2012, 2013, après 2015 en fonction de mes différentes interventions. C'était la première fois que je voyais une femme présidente en Corée du Sud, dans des pays asiatiques où on donne moins la place aux femmes. Sachant qu'en Angleterre, bien sûr, pour moi, c'est un pays vraiment d'exemple dans l'autorité de la femme au pouvoir. Par contre, dans la perception, je le vois encore plus côté masculin que féminin, avec cette chère reine Elisabeth, qui est un exemple de direction, même si elle n'a pas autant de pouvoir que ça dans le pays. Voilà. Okay. En tout cas, merci pour toutes les interventions et témoignages, parce que c'est très pertinent et ça permet de nous découvrir encore et encore chaque intervention et d'avoir cette réflexion ouverte, justement, pour dire, voilà, c'est quoi cette part d'alliance féminin-masculin en chacun de nous. Merci beaucoup. Merci Marie-Laure. Alors, qui tu désignes pour te succéder? Eh bien, ça sera Cédric Durion, je vois qu'une partie. Je ne sais pas si la personne est là. Cédric, un petit mot. Ou alors Célia, mais bon. Alors Célia, je crois que Célia a des problèmes peut-être de connexion. Alors on va faire avec les personnes qui sont présentes et visibles. Alors après, il y a Bénédicte, non? Elle n'a pas... Bénédicte. Merci. Oui, moi, merci pour ces échanges. C'est toujours très intéressant d'avoir la diversité des regards aussi sur un sujet. Ça permet d'avancer dans sa réflexion. Et au-delà, moi, de ces aspects masculins, féminins, je trouve que c'est intéressant de se questionner finalement sur l'évolution du mode de management et finalement qu'elle soit incarnée par des hommes ou des femmes, finalement, quelles sont les qualités dont on va avoir besoin demain pour répondre à tous les enjeux auxquels on est confronté à la fois dans nos organisations et plus largement dans nos sociétés pour y répondre au mieux dans des dynamiques collectives, parce que je pense aussi qu'au-delà des individus, ça va se jouer dans nos dynamiques collectives. Donc merci beaucoup. Merci. Ok, super. Alors, qui pour te succéder? Sachant que Sandrine, ça serait bien que Sandrine, tu apparaisses en dehors derrière le logo, là, que tu puisses aussi participer à ce petit temps de conclusion. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Rebonjour. Bonjour. Je passe la parole à Sandrine, du coup. Merci beaucoup. Donc pour Sandrine, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, Sandrine est mon gourou, c'est ma coach en matière de réseaux sociaux. Donc c'est elle qui est derrière toute les aspects à la fois logistiques, techniques, mais aussi les aspects de conception. Tout à fait. Donc alors, je me présente, Sandrine. Moi, j'accompagne du coup aussi les dirigeants sur la transition numérique. Ça fait 10 ans que j'accompagne les entrepreneurs. Je suis très investie dans l'entrepreneuriat au féminin. Donc j'ai été très très touchée. Je suis aussi élue à la fédération et en fait je vous dis ça parce que la Fédération française de tennis de table, en charge de la modernisation de la fédération, et j'organise dans 2 jours le webinaire justement de la place des femmes dans un parcours sportif. Donc vraiment je me bats pour ce sujet-là. J'ai trouvé vos échanges très inspirants. Je m'identifie à Magali parce que je suis aussi la seule fille avec 3 grands frères. Donc la vie est un éternel combat pour moi, mais c'est un peu ma force aussi, la force de mon papa et de mes frères, c'est aussi ce qui fait que ce soit ma force et qui m'accompagne. Voilà, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et c'est aussi la motivation de mon papa qui est aussi un petit peu entrepreneur, qui me pousse à aller de l'avant et pour moi c'est un réel équilibre. Donc c'est pour moi l'alliance féminin-masculin est un réel équilibre. Et je rejoins un peu le discours de Magali, c'est vrai que plus on avance dans les fonctions à responsabilité, plus j'ai rencontré énormément de femmes, soit célibataires ou soit séparées, et donc un peu plus libres sur leurs fonctions et puis dans leur fonction d'entreprise. Donc voilà, un grand bravo à Fabrice. Merci pour vos échanges très enrichissants. Okay. Qui tu désignes, Sandrine? Qui pour te succéder? Fabrice. Henri et Idalina. Ah, alors, redis-moi le prénom, je ne vais pas l'écorcher. Idalina. 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 Si elle veut bien réapparaître. Ah.
Excusez-moi, je réapparais parce que je dois partir maintenant à mon prochain rendez-vous. Mais en tout cas, effectivement, je remercie tout le monde pour le partage d'expérience et merci à vous, Fabrice, de recentrer le débat. C'est effectivement important. Et bon, écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion de prolonger ces échanges qui amènent à prendre du recul, à analyser aussi les choses autrement. Tout bénéfice. Merci à tous et bonne journée. Je vais vous quitter. Et j'étais contente de revoir certaines têtes. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il reste Henri. Frédéric a parlé aussi. Frédéric, tu as parlé déjà ou pas? Tu n'as pas encore conclu non plus? Ah, j'allais t'oublier. Oh là là. Non, en 13 mots pour les superstitieux. La sincérité, Magali, est toujours une force et la force est une vertu cardinale. Bravo. Un peu de poésie. Merci, Frédéric. Alors, Henri. Alors, moi, une conclusion, c'est je préfère laisser les choses en esprit, dans une dynamique d'ouverture. Les 3 mots que je retiens, c'est interdépendance, créativité et complexité. Ok. Merci, Henri. Magali. Déjà, merci donc à tous pour votre participation, vos partages d'expérience. Je pense que Fabrice l'a mentionné, l'idée c'est vraiment un partage. On a tous des parcours, des chemins, des expériences différentes par rapport à d'où on vient, comment on s'est construit. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de croiser les regards. Ce que je retiens en fait, moi, c'est des mots en fait que je retiens. Je pense que donc les mots, il y a la vulnérabilité, il y a, je pense, la conscience. Je pense que le mot maternité aussi, qu'a évoqué Maria aussi, était très fort, et l'équilibre des polarités. Donc ce sont des mots que je retiens. Et puis ce que je retiens aussi, c'est toujours pareil, c'est ma conviction, c'est la force du collectif aussi, de par effectivement ces échanges qui nous permettent, par des effets miroirs aussi, de continuer à évoluer dans notre cheminement intérieur, individuel. Donc le collectif renvoie à l'individuel, l'individuel renvoie au collectif. Donc c'est ça qui est intéressant. Et je voudrais remercier aussi Fabrice de m'avoir laissé aussi cet espace de prise de parole qui, pour ceux qui me connaissent, que j'espère effectivement être participatif, parce que je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant en tout cas, donc dans ce type d'échange en tout cas. Merci Magali, je pense à cet épisode, ce moment où tu as parlé avec ton arrivée là en Chine et cette femme qui t'a accueilli, qui t'a dit merci. Et j'avais envie de faire comme elle, de te remercier, de montrer la voie, de l'avoir fait jusqu'à présent en prenant ses responsabilités et de le faire aussi là aujourd'hui en prenant la parole et en témoignant de ton expérience sur ce sujet de l'alliance du féminin et du masculin. Donc merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous et à toutes qui avaient participé à ce webinaire. C'est sympa de retrouver certains des fidèles. Quand vous êtes les bienvenus, c'est chouette. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur YouTube. À très bientôt pour la suite. Encore une fois, la semaine prochaine, j'aurai la joie de recevoir Nathalie Mercier-Perrin, qui est une des dirigeantes de Naval Group et qui travaille dans ce groupe français qui s'appelait autrefois la DCNS depuis 20 ans. Voilà, donc elle viendra aussi témoigner. Et dans 2 semaines, je recevrai une amie, Bénédicte Tavignot, qui, elle, pendant longtemps a eu, et je crois toujours, la chaire de développement durable à HEC. Voilà, donc il y a aussi une expérience intéressante d'être femme dans un monde du développement durable. Alors peut-être que Bénédicte, tu la connais, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est programmé le mercredi 13 avril. Voilà. Et
Nathalie, c'est le 7 avril prochain, donc la semaine prochaine. Voilà. Merci aussi encore une fois à toi, Sandrine, de m'accompagner avec tant de bienveillance, de tolérance, mais aussi de professionnalisme. Vraiment, c'est très précieux ce que tu m'apportes, donc je te remercie vraiment. Voilà. Je voudrais juste te dire qu'au fond, ce que je propose à travers ces séminaires-là, ces webinaires et le reste, c'est toujours la même chose depuis des années et des années. Au fond, ça consiste en 2 points qui sont la valorisation, en fait, une plus grande valorisation chez mes clients de leur intériorité, de leur vie intérieure, et donc du coup de cette disponibilité à la conscience, au ressenti. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est du coup, à partir de là, de leur permettre de développer leur capacité de décider en conscience, à partir de cet espace de conscience en eux, et pas juste à partir de la réflexion intellectuelle, même si elle a de la valeur aussi. Donc au fond, voilà, ces webinaires, c'est aussi au service de ça. Alors à très bientôt, merci encore. Passez une très bonne journée, profitez du soleil et de ce printemps. À bientôt, au revoir.